À Paris, l'avocat général a requis 10 à 12 ans de réclusion criminelle contre Christian Didier, l'assassin de René Bousquet. Autre réquisitoire à Lyon, dans le procès Botton, 18 mois de prison avec sursis pour Michel Noir et Michel Mouillot, plus 200 000 francs d'amende et 5 ans d'inéligibilité. 18 mois de prison avec sursis et 200 000 francs pour Patrick Poivre d'Arvor également. 4 ans de prison, dont un avec sursis pour Pierre Botton. Enfin, les prix littéraires. Le Goncourt a été décerné à Andrei Makin pour Le Testament français. Le Renaudot, lui, est allé à Patrick Besson pour Les Brabants. Très bonne fin d'après-midi à tous. Nokia, télévision, satellite, vous présente Télédimanche. Salut, la semaine a été marquée par les affaires. D'abord, un rapport parlementaire révélant les contrats des sociétés de production détenues par les animateurs vedettes de France 2. Puis par la garde à vue du PDG de TF1, Patrick Lelay, qui n'a pas été mis en examen. Mais il n'y a pas que ça. Je recevrai Philippe Gildas. Il a 60 ans aujourd'hui et pilote toujours nulle part ailleurs. Frédéric Mitterrand, il revient à la télé après une longue absence. Patrick Sébastien de TF1, le numéro 3 d'Ozon, est sous presse. Et Édouard Pisani, vedette du zapping. Les scoops de Télédimanche avec Marc-Olivier Fogiel. On commence avec Gérard Louvain. Une des premières décisions du nouveau patron des variétés de TF1 est de ne pas diffuser le deuxième numéro de Maman va adorer que vient de tourner Daniel Chic. Un troisième numéro va être tourné, mais cette fois-ci avec Philippe Risoli. Et Lémi. Le magazine de Guillaume Durand change de rythme, il va devenir bimensuel. Il sera relooké également par Jérôme Bellé, qui est le patron de LCI. TF1 travaille toujours sur un talk show du matin. La chaîne a contacté un certain nombre de femmes qui sont susceptibles de le présenter, dont par exemple Soisic Korn, Daniela Lombroso, Françoise Gaujour, Sophie Garel ou Maryse. Étienne Lénart va s'envoler cette semaine pour l'Algérie où il va présenter une émission spéciale consacrée aux élections algériennes. Cœur Caraïbes. M6 prépare le lancement de la série. Le 2 décembre, les comédiens seront dans la saga des séries. Le 3 décembre, Vanessa Demouy sera l'invitée de Fréquence Star, de Laurent Boyer. Le 4 décembre, un spécial Grand Zap. Et le 6 décembre, c'est la diffusion du premier épisode de Cœur Caraïbes sur M6. Merci, Zapping. Je vous avais promis une surprise, dit le présentateur. Eh bien, la voilà, Shimon Peres et Yitzhak Rabin peuvent aussi faire de bons chanteurs. Nous n'allons pas seulement chanter la paix, nous allons aussi la faire, répond Yitzhak Rabin. Et ce seront les tout derniers mots qu'il aura prononcés en public. Maintenant, tu as été abandonné. Maintenant, mon héros, tu es froid et seul. Je ne peux rien faire pour te sauver. Tu es tellement extraordinaire. Des gens plus importants que moi ont déjà fait ton éloge. Mais personne n'a connu comme moi la caresse de ta main. Un baiser chaud. Le demi-sourire que tu avais, qui me disait tellement de choses. Ce sourire qui n'existe plus et qui sera enterré avec toi. Mais David Hoch, Nisi Vasperet, Vela Labus Adenaskel, Niji Dagaut Hevreder Abel. Au sommaire de LMI ce soir, le portrait de l'assassin d'Yitzhak Shamir. Dans un instant, nous allons retrouver avec l'ancien Premier ministre israélien, M. Yitzhak Rabin, qui sera donc avec nous. Bien sûr, on a toujours la question, vous êtes jumeaux? Ouais, vous êtes jumeaux. On répond jamais oui, on dit... Je réponds jamais oui. On dit qu'on est... Qu'on est cousins. Ouais, j'ai l'impression d'être complètement sourd. Ouais, je comprends, effectivement. Vous êtes complémentaires, vous? Je commence les phrases, il les finit, ou il les commence, il les finit. Ouais. Vous avez des points de différence dans votre personnalité? Vous avez des... Moi, je suis plus nerveux et un peu colérique, peut-être. Ouais. Et vous? Plus calme. La météo, Elisabeth. Si vous prenez la route ce soir, il vous faudra être prudent. Il va malheureusement continuer à pleuvoir un peu partout et les routes seront très glissantes. Demain matin, beaucoup de nuages et de la pluie, particulièrement insistante dans la moitié nord. Dans la moitié sud, en revanche, le soleil se montrera de temps en temps.
L'après-midi, c'est dans le Midi et près de l'Atlantique qu'il pleuvra le plus. Il y a une question qui me tarabuse. Pourquoi, quand je regarde Maïté éplucher ses oignons à la télé, ça ne me fait pas pleurer, alors que quand je regarde un porno, je bande? Monsieur Juppé, la parole est à vous, si vous m'entendez. Non, visiblement, Monsieur Juppé ne nous entend pas. Ou il va le faire. Ou il va le faire. Premier ministre donc qui attend, avant de faire une déclaration. Il nous reste en principe 45 secondes, Jean-Michel Carpentier. 45 secondes, donc on voit le Premier ministre qui s'apprête à donner un nouvel élan à son action. On freine, et on y va. Oui, il est parti, c'est extraordinaire. Dans un instant, Philippe Gildas, puis Frédéric Mitterrand, puis Patrick Sébastien. Question qui est née le même jour que Patrick Sabatier, un 12 novembre, et la même année qu'Alain Delon, c'est-à-dire Philippe Gildas. Bon anniversaire Philippe, c'est aujourd'hui votre anniversaire. Est-ce que c'est un jour qui compte pour vous? Non, pas du tout. Enfin, 60 ans, ça fait un coup quand même. On a beau s'y préparer, mais ça va. Alors, plus ça va, en fait, plus le temps passe, et plus vous dites-vous... Non, mais attendez, plus vous vous adressez aux jeunes. Parce que, bon, vous démarrez avec le journal télévisé qui est une institution, et aujourd'hui, vous vous adressez plutôt à un public jeune avec nulle part ailleurs. Ouais, c'est peut-être ma formule pour imiter Faust, hein. Je ne me rends pas bien compte. Non, mais c'est vrai que le plaisir à la télévision, c'est tout de même d'arriver à réinventer sans arrêt quelque chose. Alors, c'est vrai que tout a déjà été fait, donc on viendra systématiquement trop tard. Et en revanche, on peut sans arrêt, en cherchant à se rénover, on arrive à se rajeunir. Alors, vous êtes à la tête d'une émission qui est une formule qui peut être inusable. Comme vous? Oui. Enfin, non, moi je pense que je céderai avant l'émission. Mais c'est vrai que la chance que nous avons ici à Canal+, à travers Nulle part ailleurs, c'est de pouvoir faire une émission qui est tellement longue, fait 1h50 quand même maintenant, qu'elle peut tout accueillir, se fractionner en autant de parties qu'on veut. En fait, c'est un peu ça s'appelle Nulle part ailleurs parce que c'est la qualité première de Canal+ par rapport aux autres chaînes de télé. Mais c'est vrai qu'on pourrait la découper en 5 ou 6 émissions différentes. Alors, c'est une émission qui a une image beaucoup plus forte que ne l'est son audience. Comment l'expliquez-vous? Parce que c'est fait pour ça. Parce que d'abord, je crois que l'audience telle qu'on la prend est telle... C'est un peu terrible aujourd'hui d'ailleurs l'audimat, parce qu'on prend l'audimat, puisque les chiffres sont publics, et puis on compare les audimats des différentes émissions. Et du coup, on compare l'audimat d'une émission de 4 minutes avec l'audimat d'une émission de 50 minutes. Ou d'1h50, ce qui est notre cas. Et en réalité, quand on regarde la courbe quotidienne de l'audience, on voit bien que les gens entrent et sortent. Heureusement, ils ne sont pas grabataires, surtout les spectateurs de Canal+, donc ils entrent et ils sortent tout le temps. Donc il y a beaucoup plus de monde à regarder que l'audience instantanée ne le décèle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il doit y avoir, semaine après semaine, entre 10 et 12 millions de gens qui entrent et qui sortent. C'est une émission où on peut entrer et sortir tout le temps. Ça donne pas ça du tout. Oh, bah, pas du tout, ça nous donne 1 million 2, 1 million 3, les bons jours, oui. Il y a des moments où c'est plus creux que ça. Alors, c'est une formule exportable puisque ça a été adapté sur plusieurs Canal+ à l'étranger, en particulier en Espagne où ça s'appelle Lo Más Plus, tout simplement. Michel Royer est allé voir cette semaine à Madrid. Ce jingle vous rappelle quelque chose? Cette guitare vous évoque l'Espagne et c'est normal puisque c'est l'habillage de Canal+ España, notre cousine madrilène qui a 5 ans et 1,5 million d'abonnés. Olé! C'est dans cette tour, la Torre Picasso, que ces émissions se tournent, dont la vitrine en clair de la soirée, adaptation fidèle de notre NPA. Eh bien voilà, je m'appelle Fernando Schwartz. Je suis Maximo Pradera. Je suis le mutatis mutandis, le Gildas espagnol. Soy el jovencito, el impertinente, soy el Antoine Decaune. Ça s'appelle Lomas Plus, traduisons le plus plus, et c'est à 20h30 chaque soir. Fernando Schwartz et Maximo Pradera reçoivent un invité du tout Madrid et parlent de son actualité dans une ambiance tirant vers la déconnade. Dedicado a la gran María Callas, una mujer que era capaz de hacerte llorar en el segundo acto de la Traviata. Ce soir-là, ils reçoivent Montserrat Caballé, la cantatrice catalane, et sa fille, Martí, avec laquelle elle vient d'enregistrer un disque. L'émission n'est à l'antenne que depuis le mois d'avril. Estamos nerviosos, 3 minutos. Son los más largos del universo.
Los 3 minutos estos. La couleur du décor, les caméras, les cuivres, le monologue introductif de Maximo, c'est de toutes parts comme dans nulle part. Il dit Buenas noches, Pluseros, un surnom qu'il donne aux téléspectateurs. Ici, Bruno Gassio dirait bonsoir les Plusiens. Et il y a Chus, la Jackie ibérique, une actrice fétiche d'Almodovar, qui prend ici un premier appel. C'est un barbier de Séville qui demande à Montserrat Caballé qui a la priorité quand on la croise dans un couloir étroit. Hagamos un poco de zapping. Et voici un poco de zapping. Estas imágenes son del sábado. 16 grados. Del sábado son. Sí, el sábado. El sábado, exactamente. Et voici le moment de la version espagnole des Guignols de l'info, Las Noticias del Guignol. Présenté par la marionnette d'Hilario Pino, un journaliste de Canal+, PPDA ici n'ayant pas d'équivalent. Il dit noches, son tic de langage est de répéter son dernier mot 2 fois. Son invité principal est Felipe González, sous-titré ce soir-là, futur ex-premier ministre. Buenas noches, Carmen. Hola, Hilario, requete cuadrado. Il y a 16 personnages pour l'instant, dont l'humour est un poco moins radical que celui des Français. Mais c'est encore tout nouveau. Différence, avec la chaîne française, le Nulle part ailleurs de là-bas est suivi d'un journal complet, présenté par Hilario Pino. Le tout pour une tranche quotidienne 20h30, 22h, le prime time étant plus tard en Espagne. Une formule et un ton qui tranchent complètement avec les programmes des autres chaînes. Formidable, Fernando. Una, dos, tres. Perfecto. On peut difficilement faire plus ressemblant. C'est normal. Enfin, je veux dire, c'est normal, dans la mesure où Il y en a en Pologne aussi maintenant. Canal+ a voulu s'exporter. Donc, c'est normal qu'on exporte les émissions qui typent bien la chaîne. Alors, le changement cette année avec Valérie Payet, elle est venue à Télédimanche il y a quelques temps, et les gens ont été étonnés d'entendre dans le reportage qui a été fait autour d'elle et de vous, que vous ne travailliez en fait que 10 minutes ensemble chaque jour. Pourquoi si peu? Pourquoi si peu? Parce que le métier qui est le nôtre, à Valérie et à moi, comme précédemment Antoine, intervieweur, c'est un métier d'improvisateur, puisqu'on reçoit des invités, on ne sait pas ce que les invités vont répondre. Donc on a beaucoup plus de travail en commun qu'on ne le croit, mais on n'a pas besoin de se croiser longtemps pour mettre en commun tout ce qui est déjà naturellement en commun. Qu'est-ce qui est en commun? Toute la préparation de l'émission. Il y a un conducteur qui est un vrai chemin de fer, hein. On ne peut pas en sortir, on travaille quasiment à la seconde près, on a donc le même conducteur, on va donc passer aux mêmes endroits à la même seconde. Deuxièmement, il y a énormément de rubriques, c'est un peu comme une rivière avec plein de pierres qui servent de guet. Donc on se retrouve nécessairement sur les mêmes pierres au même moment. Et la seule chose qu'on doit même préparer un peu ensemble, c'est les 10 minutes auxquelles vous faites allusion, c'est comment on va prendre l'invité, comment on va accueillir l'invité, comment on va essayer d'en sortir le maximum et comment on va faire entrer ça dans les cases réservées à l'interview. Pour tout le reste, c'est sur des roulettes ou sur des rails. Est-ce que vous êtes satisfait de ce travail de couple? Ah, ben c'est très amusant. En tout cas, je vois mal quel homme aurait pu succéder à Antoine, étant donné tout ce que faisait Antoine. Je crois que la comparaison aurait été encore plus terrible. Moi, j'ai la chance de me succéder à moi-même, donc ça va. Mais imaginez Antoine, dont on a quand même oublié qu'il est arrivé pour faire d'abord le Guignol, pour faire du spectacle, et puis petit à petit, il est devenu co-animateur, tout en continuant à faire son édito du début, plus ou moins sérieux, plus ou moins déconnant, plus ou moins déguisé, plus son personnage de fin, qui était un déguisement total. Donc personne ne pouvait, il n'y avait pas un type qui pouvait remplacer comme ça sans être immédiatement critiqué, traité de plagiat. Donc moi je suis très content de Valérie, je trouve qu'en plus elle a ce naturel, cette jeunesse qui m'est bien utile. Vous avez envie de quoi d'autre aujourd'hui? Vous avez fait beaucoup de choses. Patron de chaîne, c'est ce qui vous manque? Moi, j'ai jamais dirigé d'équipe de foot, moi. Ouais. Pas... Non, ce que j'ai envie de faire, c'est continuer. Si j'ai accepté la proposition de Lescure et de Greffe de devenir le patron de la filiale de production, c'est parce que c'est une autre façon de faire de la télé, au moins aussi passionnante et au moins aussi importante, et en tout cas tout à fait complémentaire de l'animation. Alors on va revenir à l'info qui est le point de départ de votre carrière, parce que vous avez démarré comme journaliste dans la presse écrite à Bourges. Ouais, vous allez quand même pas montrer des photos. Non, l'info cette semaine en France, c'est le changement de gouvernement avec médiatisation organisée en fonction de la télévision, comme le prouve l'enquête d'Alan Rothschild. Bien que ne voulant pas modifier réellement son gouvernement, avec l'annonce à la surprise générale de son remaniement ministériel, Alain Juppé espère créer un électrochoc dans l'opinion.
Il faut donc faire de ce coup politique un événement médiatique. Pour atteindre cet objectif, durant toute la journée, ces conseils en communication vont jouer le secret, le suspense, la rapidité et la ponctualité pour finir en apothéose durant les sacro-saints journaux télévisés de 20 h. Mais avant ce final cathodique, il faut tout d'abord gérer les éditions de la mi-journée. Le fait que vous soyez à l'extérieur, est-ce que c'est une volonté de non médiatiser la chose ou c'est un effet politique? Écoutez, si vous voyez la rue, je ne pense pas vraiment que ce soit un effet de non médiatiser la chose, parce qu'au contraire, ça renforce l'excitation, je pense, de tout le monde, des passants, et on voit bien, tout est bloqué. C'est pour moi une très grosse médiatisation. جاءت استقالة حكومة ألان جوبي الأولى لتأليف فريق ثاني ينسجم مع التوجهات الجديدة للرئيس الفرنسي جاك شيراك. La volonté des politiques dans ce cas précis. Non, là, on en est réduit aux supputations, mais c'est vrai qu'à l'évidence, Alain Juppé est en train de consulter, que les permanenciers d'agence, l'AFP et Reuters, sont à l'intérieur, donc quelque part fournissent quand même les informations. Et pour le reste, pour tout ce qui est agitation, un petit peu, la télé c'est quand même plus de l'agitation. Là, on est à l'extérieur. Mais c'est terriblement frustrant pour un journaliste télé. Bien sûr. Oui, totalement. Mais bon, c'est aussi le jeu. Les 13 h terminées, la rue de Varennes se calme. Les politiques et les journalistes se consacrent à leur déjeuner. De toute façon, tu vois, ceci, tu peux faire tes cafés. Là, ils sont à table, ouais. Bah, tu sais, moi je suis bloqué devant Matignon et on est à l'extérieur et on attend, donc j'ai un petit peu froid, c'est tout. Et 2 cafés, c'est ici. Ah, désolé les gars. Ah bah, j'ai déjà pris le mien. C'est 50 francs. 50 francs le café. Hein. Pas de problème. Prochain rendez-vous d'ores et déjà défini, la lecture du nouveau gouvernement à 18 h au Palais de l'Élysée. 18 h, c'est bien pour les journalistes des JT du soir, ça laisse le temps de fignoler les portraits des nouveaux ministres. Et 18 h annoncé le matin même, c'est bien pour les directeurs des programmes des chaînes, ça laisse le temps de redessiner les grilles de fin de journée en fonction d'un flash spécial nouveau gouvernement Juppé. Quelques minutes avant l'arrivée du Premier ministre à l'Élysée, on apprend que sa journée politico-médiatique se terminera aux alentours de 20 h 15 par une allocution télévisée de Matignon. Vérifiez ça parce que je crois qu'il y a un quart en doublon de la SFP à Matignon avec un réalisateur pour faire le poudre pour toutes les chaînes. Pour un truc à 20 h, c'est ça? Juppé parle sur oui, toutes mais les chaînes, une cas. déclaration à 20 h 12, 20 h 15. Qu'est-ce qui a décidé de mettre des moyens aussi lourds avec un quart SFP, réalisateur? Oui. Juppé arrive là, je veux dire, je ne veux pas être désagréable. Mais... Voilà. Le Premier ministre vient présenter la liste de son gouvernement au président. Il quitte l'Élysée 20 minutes plus tard à 17 h 50. Les horaires semblent pouvoir être respectés. Les chaînes se mettent alors en place pour les flashs spéciaux de 18 h quand un retard d'un quart d'heure est annoncé. Ce n'est pas avant 18 h 15. Ouais, on avait une spéciale jusqu'à 18 h 15. Ça risque d'être problématique. Michel, c'est assez. France 3 est piégée et choisit de privilégier son programme habituel. France 2 démarre sa spéciale. La chaîne publique peut meubler l'antenne avec des portraits des invités en plateau. TF1, elle, joue la montre et décide d'attendre. Par expérience, la chaîne privée sait qu'elle est chanceuse avec les rendez-vous politiques. Généralement, comme par enchantement, le porte-parole de l'Élysée fait son apparition sur le perron, pile entre 2 programmes de la une. Et ce jour-là, la déclaration prévue à 18 h 15 prend un nouveau retard inattendu. Nathalie, ils sont en retard? 25, il reste plus 4 minutes à tenir. Parce que la spéciale est prévue jusqu'à 18 h 30? Non, 34, 35. De toute façon, on continuera. On ne va pas arrêter au moment où on a l'annonce du gouvernement alors qu'on l'annonce depuis une demi-heure. Le mardi 7 novembre à 18 h 27, sur TF1, la série Les Nouvelles Filles d'à côté vient de se terminer. Et le feuilleton Le Miracle de l'amour n'a pas encore commencé. C'est l'heure où Dominique de Villepin a entamé la lecture des membres du gouvernement. Dernière action cathodique pour le Premier ministre en ce jour de remaniement, son allocution en direct de Matignon pour les JT du soir. Pour qu'elle ne tombe pas en plein milieu d'un reportage, ce sera à 20 h 15 précise, au 4e top de l'horloge parlante. Les rédacteurs en chef des 20 h ont calibré leurs journaux en fonction de cette intervention. Un quart de réalisation numérique hyper performant, affrété par France 2, met en image le plan fixe d'Alain Juppé. Bon, je réponds à la question, est-ce qu'on a bien dit à Jacques Pilon de dire à Alain Juppé de ne parler qu'à la caméra 2? On lui a dit oui. Okay. La médiatisation de ce coup politique était signée Claude Chirac et Jacques Pilon, habituellement en charge de la communication du président. Top au Premier ministre. Mes chers compatriotes. Absence remarquée depuis des mois à la télévision de Frédéric Mitterrand qui est à Télé Dimanche aujourd'hui. Bonjour Frédéric, on va vous voit aujourd'hui et vous revoir dans les jours qui viennent pour une autre actualité qui concerne le cinéma. Depuis combien de temps ne faites-vous plus de télévision et est-ce que c'est la télévision qui vous a quitté ou est-ce que c'est vous qui avez quitté la télévision? Alors, je fais toujours de la télévision, en vérité, puisque depuis la fin du tournage de Madame Butterfly et la fin du montage,
j'ai commencé une nouvelle série pour France 2 de 6 émissions d'1h15 qui s'appelleront La chute des aigles et qui retrace l'histoire de l'Europe avant la guerre de 14. C'est un énorme travail et j'ai donc pas du tout l'impression de ne pas faire de télévision. Non, ce qu'on peut dire, et en ce sens vous avez raison, c'est que je ne suis pas à l'antenne. Voilà, c'est ça. Pas à l'antenne. Non, je travaille pour... Et je travaille aussi pour Préparer Arte. une soirée thématique sur Arte. Donc j'ai l'impression de continuer à faire de la télévision, mais je ne suis pas à l'antenne. Est-ce que ça vous a manqué? Non. Ça ne m'a pas manqué, mais ça me manquera. Non, non. Ça... Quand vous faites un film, qu'ensuite vous préparez une série comme ça sur le long terme qui demande beaucoup d'attention et de concentration, en somme, quand vous travaillez énormément pendant 18 mois, vous pouvez très bien supporter de ne pas passer à l'antenne. Peut-être que dans un an, ça commencera à me manquer beaucoup. Mais à ce moment-là, on verra. Alors, votre deuxième film, votre deuxième long métrage sort le 22 novembre, s'appelle Madame Butterfly. Vous faites actuellement la promo. Oui. Vous découvrez l'autre face des talk-shows. Vous allez partout. Est-ce que c'est vraiment utile d'aller partout quand on a un film qui sort? Oui. Vous savez, moi, je suis toujours allé partout. En ce sens que je fais ce que beaucoup de gens font dans la profession et qu'ils ne revendiquent pas, et à mon avis ils ont tort. Je fais assez souvent des ménages, c'est-à-dire que je vais présenter des spectacles dans des villes de province. Et je fais ça d'une part parce que ça me permet de payer mes impôts, et d'autre part parce que ça me permet d'être en contact avec les gens. Et j'aime beaucoup ça. Et donc, l'idée de faire la promotion de Madame Butterfly n'est pas très différente. Je vais dans des villes de province, je vois les gens et j'essaye de voir si je me suis trompé ou pas en abordant un certain nombre de thèmes dans ce film. Pour l'instant, j'ai l'impression que je ne me suis pas trop trompé. Alors, Isabelle Billet, vous avez suivi cette semaine une journée dans votre tournée promo en province. Ça se passe comment les promos de films? Les promos, je ne sais pas. Parce que je n'ai pas vraiment l'habitude, mais celle-ci se passe très bien, d'une manière très sympathique. C'est-à-dire? Il faut faire attention à ce qu'on dit quand même, parce qu'on a tendance à trop parler. Il vaut mieux rester un peu... Là, vous allez à Lyon? Là, c'est Lyon. Il y a un côté Luce del Varietà quand même. On fait une tournée. Lyon, Marseille, Aix, pas mal de choses comme ça. Une tournée de promotion, cela consiste aussi et surtout à honorer un maximum de rendez-vous en un minimum de temps. Frédéric Mitterrand se prête à l'exercice avec une certaine docilité. Depuis quelques semaines, il entreprend de vendre son film, Madame Butterfly, un film opéra qui s'est tourné l'année dernière. À ceux qui se demandaient ce qu'il faisait depuis son départ de la télé, il répond donc « J'étais au cinéma, devant caméras et journalistes ». Il s'explique, c'est la première étape d'une journée comme celle-ci, un jeu de questions-réponses. C'était un désir de votre part de faire un opéra au cinéma ou ça a été une... J'ai toujours envie de faire Madame Butterfly. Pourquoi adapter un opéra à l'écran? C'est aussi une volonté de démocratiser l'opéra? On dit toujours qu'en image, l'absence est très difficile à rendre. Et si elle est relativement facile à rendre dans ce film, c'est justement parce que cette absence est nourrie de cette attente, c'est ça? Oui. Vous avez le contact avec les journalistes ou pas? Ça dépend desquels. Précisons. Oui, ça dépend desquels. C'est-à-dire quand ils commencent à me parler... en général, j'aime avant, mais quand après je vois le tonton de son oncle ou le neveu de son je sais pas quoi, alors ça me casse les pieds. Seconde étape, après la tentative de séduction de la presse, c'est au tour du public. Exercice de présentation en salle, sans le film, mais avec des spectateurs qui semblent déjà animés d'un a priori favorable. Il faut que je parle de Frédéric, mais moi je l'écouterai des heures entières et je suis sûre que j'aurais plus à me droguer pour dormir parce qu'il m'endormirait. Comment vous appelez? C'est pour Lydie, vous mettez. Pour Lydie. Lydie. Vous aimez Frédéric? Oui, oui, bien sûr. Parce qu'il est brillant, il est brillant, il fait un tas de choses. Très érudit, et puis sa simplicité. très intéressant. La voix est envoûtante, rien que ça. Ah, puis la simplicité, alors le là, plaisir des la sens. simplicité. Vous savez qui est votre public? C'est-à-dire que moi, mon problème, c'est pas la ménagère de moins de 50 ans. C'est plutôt sa copine, son mari, l'amant de son mari et l'amant de sa copine. Voilà.
La dizaine promo de Frédéric Mitterrand se poursuit. Madame Butterfly sort dans 10 jours à peine, le 22 novembre. Et ce jour-là, le réalisateur ira au cinéma. Je serai dans toutes les salles, à toutes les séances. Et je vais entendre les Esquimaux, je m'occuperai des tickets, je placerai les gens, je changerai le papier dans les chiottes. Je ferai tout pour que les gens viennent. En télé, vous ferez tout aussi. Vous avez beaucoup de rendez-vous télé. Non, je ne ferai pas tout. Il y a des choses que je ne ferai pas. Mais c'est assez amusant de voir le sujet comme ça, parce que Madame Butterfly, c'est pas un produit marketing quand même. Hein. C'est amusant de voir l'aspect marketing du film. Mais je ne vais pas être lourd, mais c'est une aventure personnelle très intense et très intime. Et il n'y a aucune gêne à ce qu'une aventure personnelle très intense et très intime passe par toutes les formes de packaging moderne. C'est comme ça que ça marche. Mais il ne faudrait pas confondre le packaging, le marketing, et j'utilise à dessein ces mots, avec toute la démarche qui a conduit à le faire. Et je trouve que c'est un des grands problèmes actuellement, c'est que souvent le packaging de tout recouvre la réalité. Par exemple à la télévision, au journal télévisé, tous les soirs, depuis des mois, on voit pendant 10 minutes des méchants arabes qui font des choses atroces en France. Que ce soit ceux qui mettent des bombes, ceux qui attaquent des stations-service, ceux qui attrapent des balles perdues, et à ce moment-là, on a presque l'impression de vouloir dire que c'est de leur faute. Ça, c'est du packaging, du marketing. Mais ça ne correspond pas à la réalité. Et c'est atrocement dangereux et atrocement pervers. Eh bien, beaucoup de choses à la télévision marchent comme ça. Et ça, c'est quelque chose que je refuse totalement. Ce qui explique que pour la sortie de mon film, je suis très heureux de venir chez vous, mais il y a certaines émissions où je n'irai pas. Je peux vous demander lesquelles? Non, c'est pas la peine. Vous constaterez qu'on me verra beaucoup, et puis pas à certaines émissions. Bien, on va se retrouver dans un instant. Frédéric Mitterrand, puis Patrick Sébastien viendra nous rejoindre après la pub. Cette semaine, pour la première fois, les contrats des stars de France 2 ont été rendus publics dans un rapport parlementaire. De Jacques Martin à Nagui, en passant par Arthur et Delarue, le député Alain Griottret a révélé la teneur de ces contrats jusque-là secrets, mais aussi le prix de la plupart des émissions vedettes de France 2. Christian Desplaces a enquêté. Le député UDF Alain Griottret est à l'origine d'une première dans l'histoire de la télévision publique. Les contrats de 6 animateurs de France 2 ont été publiés dans ce rapport dont il est l'auteur. Tous les ans, avant la discussion du budget de la communication à l'Assemblée, un parlementaire fait le bilan des différentes sociétés publiques de l'audiovisuel, pour savoir où passe l'argent de l'État. Au chapitre France 2, Alain Griottret montre du doigt les contrats passés entre la chaîne et les animateurs producteurs. Au total, ces contrats représentent 640 millions de francs. La déviation, elle est dans l'importance des crédits consacrés aux animateurs coproducteurs, qui est beaucoup plus importante, trop importante par rapport aux autres crédits consacrés par exemple à la fiction. C'est 650 pour l'un, 600 pour l'autre. Quant au documentaire, ils ont les parents pauvres, ils ont 50 millions. Vous voulez dire qu'on donne trop aux animateurs? Je trouve qu'on consacre trop aux animateurs. Les principaux animateurs de France 2 ne sont pas salariés de la chaîne. Ils ont créé des sociétés de production. Ces sociétés ont signé un contrat avec France 2 pour lui livrer clé en main les émissions prêtes à être diffusées. Alain Griottret publie la teneur de ces contrats. Il a eu bien du mal à obtenir ces informations. En voici le détail. En tête de classement, Jacques Martin. Chiffre d'affaires de sa société de production pour la saison 95-96, 144 700 000 francs. Suit Jean-Luc Delarue, 134 700 000 francs. Case Production, qui produit notamment les émissions d'Arthur, 115 millions et demi de francs. Nagui Air Production, 100 millions de francs de chiffre d'affaires. Deux sociétés sont en dessous de la barre des 100 millions de francs. Celle de Michel Drucker, 89 600 000 francs. Et celle de Mireille Dumas, 52 550 000 francs. Je crois que simplement ce qui est dangereux en publiant les chiffres de cette façon, et moi j'ai pu le constater depuis quelques jours, c'est que les gens confondent le chiffre d'affaires finalement avec ce que l'on gagne ou le bénéfice. L'argent qui nous est donné, c'est bien pour faire des émissions de télévision. Et ça coûte cher une émission de télévision. Donc je crois que ce qui est grave, c'est la confusion entre chiffre d'affaires et salaire.
Ce type de contrat ne date pas de la présidence de Jean-Pierre Elkabbach. Ils se sont multipliés depuis la privatisation de TF1 en 87. La concurrence est de plus en plus dure entre la Une et France 2. Les animateurs en ont profité, mais ils doivent faire leur compte. J'ai lu des chiffres dans la presse qui sont complètement démoniaques. Alors, de deux choses une, où je demande des conseils à ceux qui arrivent à marger à 50% de leur chiffre d'affaires, ou alors il faut que j'arrête définitivement. On est à 5%, tout simplement, entre la somme que l'on a pour faire l'émission et la somme que l'on dépense. Il nous reste 5%, entre guillemets, de bénéfices. Le rapport Griotret va plus loin. Il publie le prix de vente à la chaîne de chaque émission. Dimanche Martin, 3 530 000 francs. Miroir mon beau miroir, 4 millions. N'oubliez pas votre brosse à dents, 3 250 000. Taratata, 800 000 francs. 16 discutes, 1 270 000. Déjà le dimanche, 1 500 000 francs. Studio Gabriel, 370 000 francs. Faites la fête, 3 500 000. Ballet masque, 795 000 francs. Et la soirée d'Arthur le samedi sur France 2 coûte à la chaîne 5 millions de francs. Moi j'ai plus de 40 salariés permanents, que je fais 250 fiches de paye par mois. Je dirais que d'ailleurs je vois avec toutes les autres boîtes de production qui sont citées dans ce rapport, on doit employer 2000 personnes. Donc vraiment, je veux dire, une émission ça coûte très très cher. C'est vrai que les gens quand ils regardent la télévision, ils voient 3 invités, des chanteurs, des variétés, mais l'infrastructure est énorme. Là on est dans les coulisses du tournage de mon émission, il y a 120 techniciens. Épinglé par le rapport parlementaire, France 2 se défend en regrettant que ces contrats soient maintenant connus par la concurrence et en plaidant pour la souplesse de gestion que lui procurent les sociétés extérieures. La concurrence étant ce qu'elle est, les émissions de divertissement passent souvent par le recours à des animateurs qui sont en même temps propriétaires d'une maison de production. C'est une réalité du marché et qui n'est d'ailleurs pas propre à la France. C'est propre à l'ensemble des pays européens et c'est propre à toutes les chaînes, publiques comme privées. Par exemple, à la RAI ou à la BBC, vous avez le même problème. Lundi dernier, Alain Griotret voulait même faire transférer 20 millions de francs du budget de France 2 vers France 3. Sa proposition a été rejetée par les députés. Quant à sa critique du système des animateurs producteurs de France 2, il n'a jamais été question de l'interdire par la loi. Le député voulait simplement tirer un signal d'alarme, quelques jours avant que le gouvernement ne lance un audit financier sur l'ensemble de l'audiovisuel public. Alors, Patrick Sébastien, est-ce que ce sont des chiffres très éloignés des vôtres? Non. Pas tellement éloigné. C'est par exemple, c'est pareil. En fait, c'est pareil. La seule chose que je trouve embêtante dans tout ça, c'est en sachant que c'est même poids, même mesure, les chiffres sont les mêmes, c'est une concurrence de télévision. Ce que je déplore un petit peu, moi, c'est les leçons de morale du service public, c'est tout. Vu que c'est la même chose. Ouais. Est-ce que vous avez déjà eu des contacts, je crois, avec le service public? Est-ce que quand vous avez des contacts avec le service public, à un moment donné, vous parlez argent? Est-ce que les propositions qu'on vous fait sont pratiquement les mêmes? Sont pratiquement les mêmes que sur TF1? Pratiquement les mêmes, oui. Et donc vous choisissez... Pour moi, c'est pareil. Ouais. Mais enfin, moi, pour l'instant, j'ai pas franchi la barrière d'aller sur le service public, parce qu'aussi paradoxal que ça puisse paraître, peut-être que j'irai jamais, je sais pas, mais j'ai quand même encore des petits scrupules à toucher, à avoir énormément de budget venant du service public, et j'ai moins de scrupules à en avoir dans le service privé. Bien. C'est un propos tout à fait honorable. Bon, moi, je ne suis pas l'ambassadeur du service public, je suis son employé. Hein. Donc, je ne vais pas commencer à cracher dans la soupe. Je trouverais ça tout à fait indécent. Hein. Je suis aussi un contribuable. Donc, en tant que contribuable, je suis attentif à ce que dit un député dont je ne partage pas les opinions dans bien d'autres domaines, et notamment dans un domaine que nous avons abordé tout à l'heure. Je pense qu'il y a une chose qui est assez injuste dans ce qui est dit là, c'est que toutes ces émissions ne sont pas les mêmes. Qu'on vienne chercher des poux dans la tête à quelqu'un comme Jacques Martin, qui depuis 15 ans tient le service public tous les dimanches après-midi en faisant un boulot absolument herculéen, c'est ridicule. Qu'il y ait des dérapages, c'est possible, avec d'autres, pas avec Jacques Martin ou pas avec Drucker. Hein, quand on travaille tous les jours de la semaine pour sortir une émission comme Studio Gabriel, je veux dire, ça représente ou tous les jours de la semaine pour sortir le dimanche. Un argent et un travail et des relations d'équipe, et enfin c'est un mode de vie, c'est un truc de fou.
C'est un truc de fou. Il faut bien que les téléspectateurs se rendent compte. Je veux dire, s'il y a peu de gens à la télévision, et si la télévision se renouvelle peu, et si les stars de la télévision changent peu, eh bien c'est parce que c'est pas faute qu'on cherche ailleurs. C'est parce qu'on ne trouve pas, et qu'on ne trouve pas des gens pour faire des travaux aussi difficiles, aussi rudes. Michel, il suffit de regarder une émission de télévision. Il y a aussi ce qu'on appelle l'argent qui se voit. Quand on sait qu'une émission coûte 4 millions, par exemple, c'est pas très difficile. Si on s'aperçoit qu'il y a 2 canapés et 3 invités, on voit très bien qu'on sait très bien ceux qui trichent, et ceux qui trichent pas. Alors, autre affaire cette semaine, la garde à vue de 36 heures du PDG de TF1, Patrick Lelay, ressorti mercredi soir sans être mis en examen. Explication, Isabelle Billet. Le premier acte de cette semaine embarrassante se joue mardi à 9h30 au siège de TF1. Des policiers mandatés par le juge Poirot, chargé d'une enquête sur la Française des Jeux, font irruption au 14e étage du bâtiment. Ils cherchent dans les bureaux de la présidence les traces d'un pot de vin. Un pot de vin de 10 millions de francs que TF1 aurait versé à Gérard Colllet, ancien président de la Française des Jeux, pour conserver les droits de diffusion du tirage du loto. L'affaire remonte à 1990 et avait été révélée par le quotidien Le Monde en janvier dernier. Patrick Lelay avait à l'époque qualifié ces accusations de grotesques. Mardi dernier pourtant, c'est dans son bureau que les policiers ont perquisitionné. Ils ont ramassé son agenda, quelques documents et puis avant de repartir, ont prié le PDG de TF1 de les accompagner. Patrick Lelay est placé en garde à vue. Après une nouvelle perquisition à son domicile, il est conduit à Nanterre, à la direction centrale de la police judiciaire. Pendant près de 30 heures, il sera interrogé par les policiers de la brigade de répression de la grande délinquance financière. 30 heures pendant lesquelles aucune information ne filtre, silence radio et pesant au siège de TF1. La garde à vue de Patrick Lelay n'est pas évoquée non plus dans le 20h de la chaîne, le soir même. Mercredi, alors que le PDG de TF1 vient de passer la nuit à Nanterre, Étienne Moujotte, vice-président, quitte une réunion de travail au CSA. Il ne dit pas un mot sur cette affaire. Cette garde à vue vient d'être prolongée. Qu'en pensez-vous, Étienne Moujotte? Est-ce que ça peut avoir des conséquences sur l'organigramme de TF1? Le patron de TF1 quittera quelques heures plus tard les locaux de la police sans être mis en examen. Depuis, il n'a pas dit un mot. La chaîne reste muette après les heures chaudes qu'elle vient de vivre. Patrick Lelay, lui, a repris ses activités professionnelles dès le lendemain. Alors, comment l'avez-vous ressenti, Patrick Sébastien, cet épisode Moi, je ne suis pas la justice. qui se termine sans mise en examen? Moi, d'abord, je ne suis pas la justice. Je ne suis pas là, je ne connais pas les éléments de l'affaire, je ne connais pas les choses. Il y a une justice qui doit travailler pour ça. Moi, je suis... autant je me suis beaucoup battu avec les gens de TF1, autant je me suis vraiment accroché très très fort avec ces gens-là, autant dans n'importe quelle épreuve, je serai toujours à côté d'eux et je les soutiendrai. Aussi paradoxal que ça paraisse, parce que tout simplement, c'est un petit peu fatigant de voir les attaques systématiques. Pour ma part, je suis tout à fait solidaire de quelqu'un qui a des ennuis comme ça, et je suis très content que ça se soit bien terminé pour lui. Mais cela dit, TF1 a quand même un problème on pourrait dire un problème de communication, dans la mesure où cette chaîne, qui est quand même la plus importante chaîne française, vit avec une espèce de psychose de la forteresse. Hein. Il n'y a qu'à voir d'ailleurs le siège social, ça a l'air il y a un donjon avec un truc fermé et tout ça. Et chaque fois qu'ils ont un problème, à l'époque socialiste, c'était parce que l'Élysée leur en voulait et que les socialistes voulaient leur peau. Et chaque fois qu'il y a un problème, il y a ce réflexe de la forteresse. Il y a une sorte de paranoïa quand même, qui est que tout le monde nous en veut, tout le monde veut notre mort, etc. C'est un peu vrai. Non, attends, moi, je viens d'en faire l'expérience avec mon émission. En dehors de toutes les critiques que j'ai prises, il y en a une grande partie qui vient tout simplement parce que je travaille sur TF1. Les hommes politiques, tous les gens qui exercent, tous les gens qui ont du pouvoir, tous les gens qui ont du pouvoir et de l'influence, ils l'ont souhaité, et bien, tous ces gens-là sont soumis à une pression très très forte de la part de la critique en général. Il se trouve que cette pression est souvent injuste, mais ça fait partie des règles du jeu d'une certaine manière. On va aborder le numéro 3 d'Ozon qui est en tournage, et enregistrement demain avec Patrick Sébastien, diffusion samedi prochain. Il ne se passe rien sur cette table. J'essaie de regarder, mais il ne se passe rien. Il y a quand même un truc bizarre là. Patrick, le numéro 2 d'Ozon n'a pas soulevé la tempête par rapport au numéro 1. Pas mal quand même, ils m'ont bien allumé quand même. Hein. C'était quand même très en dessous. Par rapport à la première, oui, évidemment. Alors, que va être le numéro 3? Parce que Pire que le numéro 1.
C'est possible. Ah oui, oui, pire que le numéro 1, c'est tout à fait possible, étant donné que moi je persiste, je signe sur tout ce que j'ai fait. Je maintiens qu'il y a eu une cabale organisée par qui, ça je le saurai jamais, ou je le saurai peut-être. Je maintiens que de toute façon, il y a des gens qui veulent ma peau et qui l'auront, parce qu'ils finissent toujours par gagner, et que le numéro 3 sera peut-être le dernier. Je ne sais pas, sûrement, s'ils insistent. C'est-à-dire, on parlait de marketing tout à l'heure, c'est assez fort de votre part en disant à chaque fois, c'est peut-être le dernier. Pas à chaque fois, c'est pas moi. Moi, j'ai rien demandé à personne. J'ai pas demandé qu'on m'insulte dans les journaux. Ils m'ont insulté parce que j'avais fait la première. Après, ils m'ont insulté dans la deuxième aussi. Hein. Le mec de Libé m'a traité de dégonflé, etc. Ça continuera. Et quoi que je fasse, de toute façon, j'en suis à un point aujourd'hui où quoi que je fasse, le public me suit, enfin en grande partie pour l'instant. Et les journalistes m'assassinent et veulent me flinguer définitivement. Et de toute façon, ils chercheront tout. J'ai vu même les articles après la deuxième pour me démolir. Je veux dire, s'ils apprennent que ma femme chose du 39 et moi du 45, ça fait 39-45, ils vont dire que j'étais nazi. Enfin, j'exagère, mais à peine. Tu vois. Ils m'auront de toute façon. Ça, c'est certain. Et je vous l'avais dit déjà il y a 2-3 ans, j'étais venu ici, je vous avais dit qu'ils avaient tapé sur De Chavannes, sur un tel état, et moi ils m'auront. Et on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, en grande partie aussi parce que je suis sur TF1. Non, je ne suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. C'est assez pénible que de te contrer, parce que moi j'ai beaucoup d'affection pour toi. Et puis moi, coup de peau, je fais partie des 50% de gens qui n'ont pas vu Ozon, ni Ozon 2, ni Ozon 1. Je dis coup de peau parce que j'aurais été pris dans toute cette polémique en tant qu'individu, hein, je ne serais pas intervenu, et j'en aurais forcément éprouvé des choses compliquées. Bon, en revanche, j'ai tout lu, parce que c'était facile de lire, effectivement, il y avait eu beaucoup de choses. J'ai regardé le débat ici avec Harlem Désir, que j'ai trouvé formidable dans ce qu'il te disait. Et je pense profondément, en t'entendant là, que tu cèdes toi aussi à ce complexe de persécution fou qui existe à TF1. Frédéric, attends, Frédéric, laisse-moi te dire juste à propos du je ne parle pas là, dans ce cas-là. Mais tu viens de parler pendant un long moment, laisse-moi te dire une chose pour la persécution. Il y a un mec, le soir de mon émission, qui est sorti dans la rue, qui a tué 13 personnes. Oui. On en a parlé à peine, et moi je me suis retrouvé à me faire insulter par la presse entière pour un délit d'humour. Est-ce que toi, qui es un homme tolérant et qui est un homme ouvert, tu trouves que c'est de la persécution de m'apercevoir que j'ai eu 4 premières pages de François, c'est pas de la persécution, c'est vrai. 13 personnes ou des gens qui sont tués tous les jours, et notamment dans les commissariats en France, il y en a beaucoup et dont on ne parle jamais. Alors si on commence dans ce domaine-là, on n'en sort plus. Quand tu avais Harlem Désir en face de toi, qui te parlait d'une manière extrêmement humaine, extrêmement pondérée, qui te disait: est-ce que tu te rends compte que tu as pu faire de la peine à des gens, que tu as pu toucher des gens comme ça d'une manière très très forte, et qui te le disait d'une manière très très amicale, eh bien, tu as continué à dire: ah, mais tout le monde m'en veut, tout le monde m'en veut ma peau, etc. Eh bien non, tout le monde ne t'en veut pas, tout le monde n'en veut pas à ta peau, et tu as peut-être fait une erreur. Alors moi, je ne sais pas, j'ai pas vu l'émission. On refait le débat. J'ai pas vu l'émission, qu'il a fait une erreur et qu'il n'a pas intégré le fait qu'il l'ait faite. Voilà. Bon, pour une émission que tu n'as pas vue. Ah, mais ça, c'est pas le problème. Ah si, c'est le problème, justement. Mon énorme problème vient du fait que je suis jugé par des gens qui n'ont pas vu cette émission. Alors, qu'est-ce qui vous ferait le plus plaisir, Patrick Sébastien? Une bonne critique ou une bonne audience? Aujourd'hui, je m'en fous, je m'amuse à la faire. Voilà. Je m'amuse à faire une émission où c'est sûrement, quand je te dis, c'est pas que je vais l'arrêter, je veux pas l'arrêter moi, où c'est sûrement pratiquement, à mon avis, les dernières lignes droites qu'on va faire à la télé, parce qu'ils vont, et contrairement à ce qu'il dit que c'est de la persécution, et moi je sais que c'est pas de la persécution, parce qu'ils vont finir par m'avoir. Alors vous êtes venu avec une cassette, Patrick Sébastien, que contient-elle et est-elle diffusable chez nous? Elle n'est pas diffusable, elle est diffusable chez vous. Je vous l'ai amenée pour vous faire plaisir, parce que vous me l'avez demandé. Non, c'est pas vrai, je mens. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'on a passé les bornes, d'après certains, dans l'émission. Moi je pensais plus d'ailleurs avoir un procès de Le Pen qu'un procès du Morat, mais en fait, c'est pas grave. Là aussi tu te trompes. Donc on a osé. Et il y a des trucs qu'on a fait mais qu'on ne peut pas diffuser à 8h30. Je me retiens aussi parce que pour plein de raisons. Des trucs qui sont osés un petit peu trop loin. Alors on fera une cassette d'interdit un jour. Et là vous êtes venu avec un extrait de la cassette d'interdit. Pour te faire plaisir. Donc oui, enfin on va voir. Non mais vraiment. Et alors, si vous ne voulez pas regarder, vous pouvez... Voilà, c'est ça. C'est ce qui serait intéressant, c'est de dire aux gens, c'est vulgaire, c'est très osé, et si vous ne voulez pas regarder,
vous changez de chaîne tout de suite là. Tu peux Bien. vérifier s'ils ont changé. Frédéric, qu'est-ce que vous Est-ce faites? qu'il y a un extrait de Butterfly après? On va voir. Ça serait bien. Allons-y, Il faut de envoyez, tout. envoyez, envoyez. Pardon, monsieur. Oui. Vous êtes bien monsieur Charpentier? Oui, pourquoi? Papa! Papa, tu me reconnais, c'est moi. Papa. Il n'y a rien de politique. Non. Non. C'est de l'humour de gamin. C'est gros, c'est vulgaire, c'est grossier. J'adore ça. D'accord. Bien, alors ça, c'est au-delà de la limite de ce qui est diffusable sur TF1 le samedi soir, pour vous. Les deux premières. Non, Ouais. le garage C'est à vachement vélo. dur de trouver la limite. Hein. Moi, le garage à vélo, on se dit, on va le passer, Ouais, on va mais pas le passer. justement, on est dans une période confuse où On voit les... Moi, je sais l'important, que... c'est de trouver les limites et les frontières. Mais alors les deux premières, vraiment, il n'y a aucun problème. Je sais pas. La troisième, bon, c'est-à-dire que moi, je regrette un peu qu'on ait mis le truc pour voir si finalement la réputation de Patrick Sébastien était... Mais en dehors de ça, bon... Je te donnerai la cassette sans... Nous allons J'espère bien. Nous allons terminer avec une star du zapping qui s'appelle Eduardo Pisani. Il essaye de percer dans la chanson par le biais de petites annonces de Contact Télévision. Eduardo n'a toujours pas trouvé de maison de disques. Il va venir après cette compile de la présidente de son fan club, Véronique Jacquinet. Si vous avez une petite annonce à passer, je ne saurais trop vous conseiller de vous trouver une télé câblée à Paris ou dans sa banlieue ouest et de zapper sur le canal 5 entre 8h30 et 11h. Vous tomberez directement sur la chaîne de petites annonces Contact TV. Bonjour, merci d'avoir choisi CTV pour vous accompagner. Je vais vous dire pourquoi vous avez eu raison. Sur CTV aujourd'hui, nous allons vous proposer un vaste choix de petites annonces qui vont vous permettre de trouver tout ce que vous voulez. Notamment dans la rubrique casting, Eduardo Pisani, le chanteur récurrent à la recherche d'une maison de disques. Écoutez bien, ça va faire un tube. Je t'aime le lundi, je t'aime le mardi, je t'aime le mercredi et les autres jours aussi. Je t'aime en janvier, février, mars, avril. Bon, la première semaine, il n'a pas trouvé, alors il a persévéré. Je vais le lundi, je vais le mercredi. Et puis comme il avait toujours pas de réponse, il a tenté l'humour. Et l'amour. Je rêve tout le temps de nous, tout seul sur une île. Nana, nanana. Un an qu'il l'aime tous les jours de la semaine. Je rêve tout le temps de nous, tout seul sur une île. Imaginez que près de 230 000 foyers ont accès à ce programme. Dis-moi, tu penses vraiment que mes chansons c'est de la merde? La petite annonce coûte 300 francs. Producteur, aidez Eduardo, il en est presque à 2000 francs. Je m'appelle Eduardo, je cherche une maison de disques. Contactez-moi. Tu crois qu'ils vont me téléphoner? Non, parce que tes chansons, c'est vraiment de la merde. Voilà, Eduardo Pisani, c'est votre première télé? Oui. Bien, bienvenue à la télé dimanche. Donc, on vous a connu grâce au zapping. Ça vous coûte de l'argent. Est-ce que vous avez toujours l'espoir d'aboutir? Je voudrais d'abord remercier CTV parce que si je n'étais pas passé chez eux, je ne serais pas ici aujourd'hui. Et je voudrais vous inviter, si vous êtes comédien, chanteur ou bien vous avez quelque chose à vendre, un pavillon, quelque chose, une voiture, allez chez eux parce que c'est une équipe très sympa. D'accord. Ça coûte combien la petite annonce? Ça coûte une annonce, ça coûte, pour le casting, ça coûte environ 300 francs. D'accord. Alors vous êtes apparemment reconnaissant à CTV, mais est-ce que vous avez eu des résultats grâce à ces petites annonces? Disons que sous la boîte vocale, il y a eu
beaucoup de réponses de gens, disons, qui ont dit que c'était sympa ce que j'avais fait. Et il y a un producteur qui est un peu intéressé à moi, mais pour l'instant, on n'a rien conclu. Quelle est votre envie, votre rêve? Je voudrais commencer à enregistrer un CD de titres en français, mais aussi trouver une maison de disques, que ce soit une maison de disques qui existe en France, mais aussi en Italie, parce que j'ai des chansons en italien aussi. Oui, vous êtes d'origine italienne. Oui, je suis de Naples. Ouais. Alors, Patrick, vous connaissiez Eduardo par le zapping que vous avez, sur lequel vous êtes tombé de temps en temps. Et je peux vous dire que dans Ozon, je suis prêt à faire passer la chanson en entier. Elle est passée chez Arthur aussi. Elle est passée déjà? Elle est passée chez Arthur, oui. Et moi, je l'ai vue en regardant l'émission d'Arthur il y a un mois. Et Eduardo, moi, je n'avais pas du tout compris tout ce que vous êtes en train d'expliquer là. Et je me souvenais très bien. Et je vous ai trouvé formidable. Donc Patrick, c'est une vraie promesse. Ah oui, s'il veut venir, c'est quand il veut. Vous y aller. Je voulais dire une chose, si ce soir vous voulez me voir chanter sur scène, je suis au Trévise, à rue de Trévise, à 20h30. Très bien. Alors vous nous chantez quelque chose après, là? Ah oui, oui. Vous pouvez chanter maintenant pour terminer l'émission? Ah oui. Allons-y alors. On ira à Rocamadour pour de vrai. Pour de vrai, on ira pour voir la mer. Pour de vrai, dis-moi oui, oui, dis-moi non, non. Mais au moins, dis-moi quelque chose. Dis-moi oui, oui, dis-moi non, non. Mais au moins, jette pas mes roses. Voilà. Ouais, on s'arrête ici parce que je suis très content d'apprendre qu'à Rocamadour, à côté de chez moi, il y a la mer. Non, il y a la rivière. Merci. Je me suis trompé un peu dans les paroles. Merci Eduardo, merci à tous les deux. Je voudrais le remercier aussi pour le cadeau qu'il m'a fait parce qu'il m'a offert ça. Et bon anniversaire à vous mardi. Et à Nagui. Mardi. Aujourd'hui, c'était Gildas et Patrick Sabatier. C'est le signe du Scorpion. Si vous voulez être animateur de télé, il faut être Scorpion. Vous n'êtes pas Scorpion. Non, moi je suis Lion. C'est peut-être pour ça qu'il y a eu une année avec, une année sans. Mais vous avez quelqu'un dans votre famille qui était Scorpion et qui a très bien réussi. Merci. Bon dimanche. La semaine des Guignols dans un instant. Salut. Nokia, télévision, satellite, vous a présenté Télédimanche.